Combien de temps Michel Barnier pourra résister aux motions de censure qui sont de retour avec la session parlementaire? On se posera la question de savoir pourquoi Marion Maréchal a décidé de créer son propre parti. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, eh bien, la gauche fait toujours bloc derrière lui. Pourquoi? On se posera la question, c'est le club Le Figaro Politique. Avec Judith Van Traube du grand reporter au Figaro Magazine, avec le directeur délégué de la rédaction du Figaro. Yves. Bonsoir Vincent Trémolet-de-Villers, avec Anne de Guigné, grand reporter, on est entouré de grands reporters, du service économie du Figaro Économie, que dis-je, c'est pas un service, c'est un département, c'est une péninsule. Et avec Frédéric Dabi, politologue, que vous retrouvez très régulièrement sur les antennes. Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Avec Brice Sokol. Avec, effectivement, vous avez raison, avec Brice Sokol. Judith. Oui. Combien de temps ça va durer? Écoutez, j'ai malheureusement oublié ma boule de cristal. En fait, il y a deux facteurs. S'agissant du Rassemblement national, ça va durer jusqu'au moment où ils s'estimeront prêts à affronter une dissolution. Vous savez que le parti est en grands travaux. Il y a eu des gros bugs dans la sélection des candidats. Ça a vraisemblablement eu un impact important, c'est difficile à mesurer, mais en tout cas important sur la réussite du front républicain contre eux, puisqu'il y a eu des candidats antisémites, des candidats délirants. Enfin, qui n'étaient pas au niveau. C'est une gentille façon de le dire. Pour parler poliment. Donc ça, c'est le premier critère. Hein, ouais. Quand le Rassemblement national décidera que c'est bon, ils sont prêts. Et le deuxième critère, c'est le degré de divergence au sein du groupe macroniste, qui s'appelle aujourd'hui... le REP, EPR. L'EPR. Comme les nucléaires qui ne marchent pas. Comme le nucléaire. Voilà, merci Vincent. Parce qu'eux ont des vraies divergences de fond sur les sujets qui vont être parmi les sujets prioritaires de Michel Barnier, à savoir l'immigration et la sécurité, mais aussi la fiscalité. Alors, vous me direz, mais eux aussi, ils n'ont pas envie de perdre leur siège dans une aventure législative. Ils sont quand même moins aguerris et moins près du pouvoir que Marine Le Pen, donc ils feront sans doute moins attention. Qui a intérêt, Vincent, finalement, à le faire tomber, ce gouvernement? Personne, si on calcule bien. Alors, si on part des désirs profonds, de Gabriel Attal, de Laurent Wauquiez, oui, tout le monde. De Gérald Darmanin, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, tout ce monde-là aimerait bien que ça ne marche pas. Mais tout ce monde-là aimerait bien qu'on ne voit pas qu'ils aient envie que ça ne marche pas. C'est ça, à mon avis, la grande difficulté. C'est-à-dire que les Français, il me semble, alors on va voir ce que nous dit Frédéric Dabi, mais vous me dites si je me trompe, accordent un crédit, au moins un peu de confiance à Michel Barnier sur le thème « laissons-le essayer ». Et avant même qu'il ait essayé, le fait qu'on lui dépose une motion de censure aujourd'hui a quelque chose, j'imagine, pour l'opinion d'un peu caricatural, ouais, et qui peut servir le Premier ministre. Il me semble que le premier parti qui décidera d'appuyer sur la gâchette pourra le payer quand même cher, parce que l'instabilité politique a été pénible aux Français depuis... Synonyme de désordre, en plus. Voilà, depuis le 1er juin, depuis le 9 juin, elle s'ajoute à ça une crise financière quand même qui se profile, une crise sécuritaire qui est criante, et donc restaurer le désordre politique sans perspective, puisqu'on ne pourra pas avoir d'élections législatives avant l'été prochain, c'est quand même assez risqué. Donc, il y a un désir peut-être que ça ne marche pas, mais est-ce qu'il y aura un geste actif pour que ça ne marche pas très vite? Je ne le crois pas. Alors, Frédéric, on dit assez volontiers que la majorité ou l'ex-majorité présidentielle est dans la main, et que Barnier est dans la main du Rassemblement national. Mais c'est faux, c'est les socialistes, c'est la gauche qui est dans la main du Rassemblement national. Moi, j'ai envie de dire, c'est une question que les Français ne se posent absolument pas. Ouais. C'est pas une question qui intéresse les Français. La mécanique parlementaire, le mécano électoral, les Français en sont extrêmement loin. Je partage ce que Vincent Trémolet-de-Villers vient de dire. Il y a une sorte de dissociation. D'un côté, les Français ont intériorisé, c'était une enquête IFOP-JDD de la rentrée, à 3/4, que Michel Barnier finira par tomber avec une motion de censure 3/4. Pour autant,
il y a une sorte, sans parler d'état de grâce, il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'il y a eu un déni de démocratie, que ce n'est pas le gouvernement qui s'est sorti de l'élection du second tour du 7 juillet, mais sans parler d'état de grâce, il y a une sorte d'attente bienveillante, c'est-à-dire on veut lui laisser sa chance et on a un Premier ministre qui coche beaucoup de cases. La case de l'élu local, la case de l'anti-Macron en termes de personnalité, ouverture au dialogue, tempérance, expérience. Donc on est dans un moment où il y a une absence du politique pendant environ 2 mois qui a fait du bien aux Français, l'absence du politique. On ne peut pas dire que les choses ont vraiment commencé. La pièce a commencé à être écrite lors du discours de politique générale, mais clairement, une forte majorité des Français ont envie de lui laisser sa chance. Et effectivement, celui ou celle, la force qui dégainera une motion de censure, sera sans doute mal vue, puisqu'il n'y a pas d'élection possible avant, on va dire, avec l'été, le 25 septembre et le 1er octobre prochain. Alors, on va écouter les uns et les autres en parler. On va voir ce qu'ils disent. Que vous nous laissez, nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Emmanuel Macron est d'ores et déjà entré dans l'histoire comme l'autocrate de la 4e et la 5e République réunies, avec le plus long gouvernement démissionnaire. Il est surtout le premier président visé par une procédure de destitution. Le macronisme prétendait au dépassement des clivages, vous vous en souvenez. Il n'est plus que l'attelage usé des contraires et des contradictions, le mariage impossible de tous les perdants électoraux. Quelle viabilité, mes amis, peut avoir un tel gouvernement? C'est la question que nous ont posée tous les Français depuis ce résultat du second tour. Alors, il faut préciser que la question de la destitution est écartée, puisque aujourd'hui, ils y ont renoncé, aujourd'hui mardi. Généralement, le club politique a lieu le lundi, mais là, pour... renoncer. Le RN, c'est le RN, qu'ils n'ont pas eu la majorité nécessaire pour qu'elle soit débattue. Mathilde Panot a dit, bon, on arrête, et on n'y fait... Elle n'a pas le choix. On recommence. Elle a dit, on recommence, on va en déposer une nouvelle. Ils vont en déposer une nouvelle. D'accord. C'est sur des sujets économiques que ça peut se fracturer au sein de l'ancienne majorité? Oui, étonnamment, le débat sur les sujets économiques, donc sur le budget qui va être présenté jeudi, a démarré de manière assez chaotique au sein de la majorité, avec notamment Gérald Darmanin et Gabriel Attal qui sont montés très fort au créneau sur les hausses d'impôts, avec un argument un peu étonnant de Gérald Darmanin qui se dit « je veux pas ». Donc il parle notamment des hausses d'impôts pour les plus aisés. Donc on parle, vous savez, c'est les tranches d'imposition pour les personnes, pour un couple qui gagne plus de 500 000 euros, donc c'est vraiment les Français très aisés. Il dit, au final, ça retombera sur les plus modestes. Et moi, représentant de la démocratie sociale, je ne veux pas de ça. Donc bon, l'argument est un peu rapide, mais voilà, il veut surtout évidemment coincer Michel Barnier. Bon, il est un peu revenu en arrière dans une dernière interview. Il disait, sur le budget, il y a 2 volets. Vous avez un volet recettes et un volet dépenses. Le volet recettes, c'est les impôts. Peut-être que je ne voterai pas le volet recettes, mais sans doute le volet dépenses s'il y a des baisses, s'il y a des économies. Vous dites qu'il n'y avait pas de mesures d'économie. Ah bah ça c'est... Il y en a. Il y a des mesures d'économie. Oui. Le budget qui va être présenté, c'est 1/3 d'impôts, 2/3 d'économie, ce qui est grosso modo la recette classique quand on a un tel choc budgétaire. Tous les pays d'Europe ont fait ça. C'est l'équilibre à peu près classique, tout le monde fait ça. Après, il faut le faire. Il y a un problème d'exécution. Les annonces, c'est très clair, 2/3, 1/3. Et après, il y a la question de l'exécution. Et ça, évidemment, il faudra déjà le voter, puis l'exécuter. Moi, je pense qu'ils peuvent le voter. L'exécuter, ça on verra en 2025-2026, c'est encore autre chose. Et Judith aussi, c'est derrière ça, parce qu'on considérait qu'il y a un débat de fond, alors ils remettent les 35 heures, notamment Darmanin, il remet les 35 heures sur la table, mais il y a aussi le fait de devoir exister sur le plan politique, et puis de prendre date aussi, non, peut-être? Évidemment. Mais la surprise, c'est de revoir un Gérald Darmanin de droite. Moi, je ne trouve pas que son argumentation soit spécialement boiteuse sur les impôts, d'autant que lui, non seulement explique que taper les plus riches, ça revient toujours finalement à faire fuir le capital, à faire fuir l'énergie entrepreneuriale, sans quoi, à mon avis, il a raison, mais surtout, il dit on peut éventuellement, si la situation est gravissime, demander un effort supplémentaire à quelques-uns, mais à condition d'engager en contrepartie des réformes structurelles de long terme. Or, non, il n'y en a pas pour le moment. Il y a des vagues promesses de fusion de services
services, de baisse du nombre de fonctionnaires par non-remplacement. D'ailleurs, il est hors de question de tailler dans le vif. Il parle aussi, bien sûr, de désindexer les retraites. Enfin, bon, de façon provisoire. C'est du bricolage, de la bout de ficelle, des bouts de ficelle, mais de mesures structurelles d'économie de long terme, il n'y en a pas pour le moment. Oui. Vincent ? Oui, vous savez, on parle parfois de budget insincère. On peut peut-être mettre en cause un tout petit peu la sincérité des propos de Gérald Darmanin pour deux raisons. La première, c'est que s'il avait été membre de ce gouvernement, aurait-il dit ce qu'il dit là aujourd'hui? Je n'en suis pas convaincu. C'est pour ça que je disais que... Voilà, et la seconde, c'est que j'ai relu tout à l'heure l'interview qu'il a donnée il y a un an à La Voix du Nord, lors de la réunion qu'il faisait à Tourcoing, dans laquelle il disait partager certaines analyses de François Ruffin. Il demandait qu'on mette la pression sur le capital et il demandait aux entreprises d'être capables de faire un effort supplémentaire. Donc voilà, donc il y a des variations qui sont peut-être pas guidées simplement par les convictions. C'est le jeu de la politique, mais là encore, je pense qu'on rejoint la dissociation dont parlait Frédéric Dabi tout à l'heure, c'est-à-dire que Gabriel Attal et Gérald Darmanin sont lancés dans un jeu politicien qui est peut-être habile si on est dans la bulle, mais à mon avis, pour la majorité de l'opinion, ça apparaît plutôt comme de l'agitation un peu personnelle et politicienne, plutôt que la défense de principes et de convictions viscérales. Oui, voilà. C'est clair que, vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnalités de la majorité, de l'opposition, des trois blocs qui ont un agenda. L'agenda 2027. Si la présidence. Donc ça peut aller jusqu'en 2027. Oui, mais ce n'est pas l'agenda des Français. Les Français sont très préoccupés, par exemple, par la dette, qui était un enjeu invisible. Maintenant... Tant que ça. Alors, en un an... arrêtez. Alors, je n'arrête jamais, mon cher Yves. En un an, dans notre baromètre annuel des priorités des Français, je cite la source, il faut fiducial pour Sud Radio, partenaire du Figaro récemment pour les élections, on a le sentiment de préoccupation et de priorité d'action pour la dette qui a gagné 11 points. Ce n'est pas un enjeu qui est dans le quintet de tête, santé, éducation, pouvoir d'achat, sécurité, immigration ou climat, mais clairement, ça rentre dans l'atmosphère, ça touche les Français dans leur vie quotidienne, et effectivement, les personnalités qui déjà ont perdu de leur majesté. N'oublions pas que Gabriel Attal, Gérald Darmanin ne sont plus au gouvernement, vous le savez, et on sait très bien qu'ils vont s'exprimer depuis la scène parlementaire. Et il y a une règle d'opinion que, même si ça s'est un petit peu atténué, la scène parlementaire n'est pas une scène très visible par les Français. Donc ils vont perdre en termes d'impact. Et c'est vrai que... c'est la règle du plus fort émetteur. Exactement. Et l'émetteur Barnier, l'émetteur Retailleau, on le voit déjà. Bruno Retailleau, si absent avant d'être au gouvernement, dans le baromètre pour Paris Match et Sud Radio des personnalités, il y avait jusqu'à il y a quelques mois 60% des gens qui disaient « je ne le connais pas suffisamment ». Ils le connaissaient, mais il y avait du mal à mettre de la chair, à mettre des actes lourds autour. On voit très bien, sans être le Sarkozy de 2002, ou le Valls ou le Cazeneuve, il devient maintenant extrêmement visible. Donc, ces jeux pour 2027, ces différentes stratégies, 35 heures d'un côté, critiques plus ou moins ouvertes ou larvées vis-à-vis des prémices, il n'y a pas d'impact chez les Français et on ne construit rien. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Anne ? Il n'y a pas de construction derrière tout ça ? Non, parce que je pense qu'en effet, la question de la dette, elle est devenue absolument phénoménale. Et il faut absolument faire passer ce budget qui va être difficile. Je pense que les Français en ont conscience. Et l'équilibre de Barnier, il faut dire qu'il a récupéré un budget qui avait été commencé par être construit à Bercy par l'ancienne majorité. Oui. Donc c'est très compliqué. Et évidemment, une semaine, on ne peut pas lancer des grandes réformes structurelles. Donc de toute façon, les conditions sont extrêmement difficiles. Il est à l'orée d'une crise financière, dans un climat politique tout aussi fragile. Donc je trouve sincèrement que le projet qu'il a lancé est à peu près équilibré. Ça ressemble beaucoup en tout cas à ce que conseillent les économistes. Donc un tiers d'impôt, par exemple, il ne touche pas à la flat tax. La flat tax, c'était vraiment, c'est très important pour l'attractivité, pour les investissements. La flat tax, la flat tax, c'est les impôts sur les dividendes. C'est pour les entrepreneurs quand ils arrivent à se payer pour leur entreprise en se versant des dividendes. Emmanuel Macron l'avait baissé à 30%. Ça, par exemple, c'est un symbole très important. Beaucoup à gauche demandaient une hausse de la flat tax. Ils n'y touchent pas. Ils demandent à quelques entreprises, à quelques particuliers. Pour l'instant, ces pistes, en tout cas, sont celles que recommandent
les économistes libéraux, qu'on a face à un tel choc budgétaire, avec quand même une question pour rebondir sur ce que disait Vincent, c'est que les chiffres annoncés interrogent un peu. Par exemple, l'impôt sur les plus fortunés, un peu plus de 2 milliards. Ils annoncent un peu plus de 2 milliards de rendement. On ne comprend pas tellement comment c'est possible, vu le très faible corps qui serait concerné. Oui, Vincent ? Oui, non, simplement, la question est de savoir si les Français mesurent ou non la gravité du moment, qu'elle soit sur notre situation financière ou plus largement sur notre situation sécuritaire. Si c'est le cas, il me semble qu'ils ne peuvent qu'accorder un sursis au Premier ministre, puisqu'il arrive quand même, il est là depuis 3 semaines, il arrive dans une situation extrême dont il n'est pas le coupable, en tout cas il n'est pas comptable, et puis il arrive après un jeu politique abracadabrantesque où personne ne l'avait vu venir jusque-là. Donc pour le moment, il y a quand même la grande tentation de laisser sa chance au produit, et toute agitation hostile, comme on l'a vu cet après-midi avec le nouveau Front Populaire et leur motion de censure, m'apparaît contre-productif par ceux qui l'amènent. Surtout qu'il est pas mal habile sur le plan de la communication, pour le moins. Alors, on va se poser la question maintenant de Marion Maréchal, Marion Maréchal tout court, pardon, puisqu'elle revient sur le devant de la scène. Elle avait quitté sa tente pour aller vers Éric Zemmour, dans le parti Reconquête, avec lequel elle avait fait campagne dans le cadre de la présidentielle puis des européennes. Et pour les législatives, eh bien, elle avait quitté Reconquête et aujourd'hui, elle décide de créer son propre parti qui s'appelle donc Identité-Liberté. Hein. Liberté au pluriel, exactement. Alors pourquoi elle fait ça, Judith ? Il faut suivre. Hein. vous avez très bien résumé sa trajectoire. Le plus compliqué, c'est qu'Éric Zemmour et Marion Maréchal n'ont pas la même version, et peut-être même, sont-ils sincères, pas la même vision de leur rupture. Marion Maréchal explique qu'elle s'est séparée Zemmour, plutôt qu'elle a été exclue, c'est comme ça que ça s'est passé formellement, de Reconquête, parce qu'elle prenait l'alliance, l'union des droites, ce qui pour elle était le contrat de base. Et Éric Zemmour dit pas du tout, elle nous demandait de nous rendre en fait à Marine Le Pen, les bourgeois de Calais, corde au cou, et d'accepter ces conditions, alors que lui-même, rappelez-vous, à la fin de cette séquence-là, a dit je veux tellement qu'on fasse l'union des droites que je suis même prêt, moi, à ne pas être candidat si ça peut faciliter le rapprochement. Donc l'électeur dans tout ça, il se dit j'ai rien compris là. Ils sont séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour s'entendre avec le RN, et là, ils veulent tous les deux s'entendre avec le RN. Que se passe-t-il ? J'ai l'impression, ce qui me revient et qui dans ce flou me semble à peu près cohérent, c'est que vous avez une génération, Jordan Bardella côté Rassemblement National, Marion Maréchal côté Zemmour ou ex-Zemmouriste, qui se dit place aux jeunes. Avec Marine Le Pen et avec Éric Zemmour, l'union n'était pas possible, moins pour des raisons politiques que pour des raisons humaines. Éric Zemmour a eu des propos absolument terribles sur Marine Le Pen, qu'il a jugée incompétente, incapable. En privé, c'est encore pire. Et c'était d'autant plus blessant pour Marine Le Pen que certains des reproches que faisait Éric Zemmour à Marine Le Pen recoupaient les reproches que Jean-Marie Le Pen faisait à sa fille, qu'il considérait comme une incompétente crasse qui n'arriverait jamais à rien. Donc là, rupture définitive. Donc les autres, beaucoup plus jeunes, que ce soit Jordan Bardella ou Marion Maréchal, se disent c'est à nous. Et Marion Maréchal, pour ne pas être engloutie dans ce parti où le jeune qui promet, c'est plutôt Jordan Bardella qu'elle, qui est parti puis revenu, elle crée sa petite boutique à elle, qui a l'avantage, sur le fond, d'apporter une offre conservatrice sur les mœurs que n'apporte pas du tout le Rassemblement national de Marine Le Pen. Oui, c'est ça. Alors parce que Marion Maréchal ajoute qu'elle fera campagne pour 2027 en faveur de Marine Le Pen. Oui.
Donc elle avait. C'est-à-dire que c'est pas pour éventuellement se présenter. Aujourd'hui, j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, c'est un trimaran. Il y a Éric Ciotti d'un côté. On va plus vite en trimaran qu'en catamaran, c'est ce qu'elle dit. Et elle de l'autre. Après, c'est vrai que c'est un parcours tout à fait sinueux parce qu'elle est jeune, Marion Maréchal. Elle a une grande force d'attraction médiatique. Je pense que dans l'opinion, elle a une très grande renommée. Mais c'est un peu, si je filais la métaphore sportive, comme ces joueurs très prometteurs qui changent toujours de club et on se dit ils vont exploser, puis ça marche pas, ils vont dans un autre. Et donc là, on va voir ce qu'elle peut donner avec ce parti, mais il y a quand même déjà une offre très encombrée, quoi. Vous avez le Rassemblement national, vous avez le parti d'Éric Ciotti, puis vous avez quand même la droite qui est en train de se refaire un peu, avec un Bruno Retailleau qui est sur une ligne qui empêcherait à Identité-Liberté d'éclore si jamais cette ligne s'imposait, cette ligne ajoute à la conviction le crédit de l'exercice du pouvoir, parce que je pense que c'est central dans ces familles à droite. La question, c'est savoir qui est capable de faire vraiment des choses, pas simplement de tenir des discours. Et donc là, l'espace me paraît très, très étroit. Alors elle revendique d'être une droite civilisationnelle. Ça veut dire quoi ? Difficile. Nicolas Sarkozy, je crois, lors des vœux du 31 décembre 2017, oui, il avait parlé effectivement à une politique civilisationnelle. Il avait tout de suite mis de côté, enterré ce concept-là. Marion Maréchal, pour faire un peu la synthèse en moins bien de tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'elle existe dans l'opinion publique. Elle a une cote de popularité à peu près équivalente à celle de Marine Le Pen et à celle de Jordan Bardella. C'est vrai que si je prends votre analyse, si je reprends votre analyse, Judith, si elle est sur ce combat générationnel avec Jordan Bardella, on sera sur une continuation de ce qui s'est passé aux élections européennes, où elle a quand même réussi à faire les 5% face à un Jordan Bardella en situation de dynamique extrêmement forte. Dominante. Effectivement, comme vous le dites, Vincent, la question de l'espace se pose. La question de l'espace politique pour Marion Maréchal se pose. Quid aussi d'un Éric Zemmour, qui a connu une défaite terrible, à 0,7% au premier tour, aux élections législatives pour les candidats Reconquête, mais qui n'a pas dit son dernier mot. On a un espace politique encombré. On a effectivement un parcours très, très sinueux auquel on ne comprend rien, parce qu'elle avait déjà pris sa retraite, si je me souviens bien, entre guillemets. Elle s'est mise en retraite du politique en 2017. Après avoir dit jamais je ne trahirai Marine Le Pen. Oui, et puis ce ralliement à Éric Zemmour en février 2022 pour finalement ne pas faire campagne. Puis enfin voilà, c'est très compliqué. Et surtout, oui, vous avez raison de rappeler une attente très simple des Français vis-à-vis du politique. Le politique, par exemple, lorsqu'il est dans l'opposition, il est là pour proposer. Il est là pour montrer qu'il peut changer la vie, qu'il peut peser sur le cours des choses, plus que d'être dans une logique de petits chevaux, de concurrence, Zemmour, Ciotti, Le Pen, Bardella. Enfin, je pense qu'on est dans un contexte, peut-être un problème de riches. Le bloc RN Reconquête est extrêmement puissant. Il a maintenant un parti de masse. Le RN est un parti de masse. Quand vous êtes en tête aux européennes chez les personnes âgées, quand vous faites plus de 25% chez les cadres dans l'enquête IFOP fiduciale pour Figaro Magazine et Sud Radio il y a quelques semaines, vous êtes un parti de masse. Et c'est vrai que le courant ultra-conservateur de Marion Maréchal peut avoir du crédit dans l'opinion, mais en termes de potentiel électoral et d'espace, c'est à mon avis beaucoup plus limité. Anne de Guigné, ils ne disent pas la même chose tout à fait sur le plan économique entre non. Reconquête d'un côté, Identité, Liberté de l'autre, et puis de l'autre côté, le Rassemblement national. Non, et d'ailleurs, le fait qu'elle ait mis le nom de Liberté au cœur du titre de son parti veut sans doute dire quelque chose. Elle veut sans doute tenir la ligne plus libérale de cette grande famille nationale. Mais le titre est étonnant parce que liberté, identité, bon, c'est un peu du en même temps. Il y a quand même une tension. Liberté, normalement, est liée à des valeurs universelles. Vous n'y pas. Liberté, identité, vous avez une vraie tension entre les deux termes. Oui. J'imagine que c'est voulu. Mais à un moment donné, il faut aussi être cohérent. Est-ce que ça tient ? D'ailleurs, on voit bien chez Marine Le Pen, son nouveau directeur de cabinet vient de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et c'est très clairement, économiquement, une option très antilibérale. Très étatiste. Ouais, et avec une idée un peu, ce qui n'est pas totalement affirmé tel quel, mais très anti-élite, contre cette oligarchie qui tient le monde. Il y a quand même le fond d'état d'esprit est quand même assez clair, je trouve, entre les lignes. Donc peut-être qu'elle veut essayer de jouer ce courant à côté. Donc plus libéral, c'est ce que défendait aussi Éric Zemmour. Mais on voyait bien, pendant les européennes, ça ne marchait pas non plus très bien, parce que
c'était pas cohérent. Donc il y a des idées libérales. Pas cohérent parce que c'est difficile d'être contre l'Europe ou dubitatif sur l'Europe et de pas être libéral. Oui, parce qu'il va côté moins de normes, mais plus de protectionnisme. Bon, personne n'est très cohérent d'un point de vue économique aujourd'hui, il n'y a pas que. Mais je pense qu'il y a une tentation d'afficher un libéralisme très populaire, un peu poujadiste, moins de normes, libérons les entreprises, tout en rajoutant une dose protectionniste, bon, ce qui est en fait orthogonal avec la première marche. Et donc on va voir, mais je pense qu'il y a une construction intellectuelle qui est intéressante. Elle essaye de relier deux bouts qui sont assez opposés. Bon, je ne suis pas sûre que concrètement on puisse tenir un programme en tenant les deux. Bon, ça dit, Emmanuel Macron a marché pendant des années avec ça en même temps. Mais c'est amusant. En tout cas, c'est clair qu'il y a vraiment l'idée économiquement. Il y a aussi la volonté, mais qui existe aussi chez LR, chez un Retailleau ou chez Bellamy, de retrouver cet équilibre entre libéralisme et une forme de conservatisme qu'on peut trouver dans d'autres pays d'Europe, notamment en Italie, et qui sont des propositions politiques qui sont arrivées au pouvoir et qui arrivent à peu près à faire des choses. Mais c'est des modèles qui, en France, pour le moment, n'ont pas de réalité électorale. Cela dit, c'était un peu son grand-père aussi. C'était un peu ce qu'incarnait Fillon, un libéral conservateur. Ça a quand même une sacrée réalité électorale. Ouais, mais c'est toute la dimension, par exemple, protectionniste qui n'avait pas du tout Fillon. Donc là, on confond le libéral au sens américain. Qui effectivement est peu compatible avec le souverainisme. C'est pas au sens américain, c'est au sens classique du terme. Libéral, ça peut pas être en France, quand on dit libéral au sens économique, c'est pas par exemple libéral sur le plan des mœurs, c'est pas pro mariage homosexuel. C'est libéral sur le plan économique. La conception française, c'est libéral conservateur. Avec en plus libéralisme qui chez les Français est un mot Voldemort, c'est-à-dire un gros mot. Voilà, vous prononcez ce mot, vous grillez. Mais les deux mots. Les deux mots. Libéral et conservateur, vous faites des amis avec... C'est le score de Madelin à l'élection présidentielle en 2002. C'est de la Noé qui passe au congrès de Reims à cause de ça. En fait, sur le fond, ça peut exercer une attraction, mais l'expression de ces deux concepts n'est pas du tout efficace. Je pense que quelqu'un qui crée un mouvement conservateur est sûr de... Ce que je vois dans son discours, moi, c'est un discours qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de son grand-père. C'est-à-dire la liberté du boutiquier, pas de paperasserie et moins d'impôts et moins de taxes. C'est ça. Je pense le modèle pour Jean-Marie Le Pen, c'était Ronald Reagan, gouverneur de Californie, qui avait supprimé... Et à mon avis, c'est un peu pareil pour Marion Maréchal. Et c'était un peu ça, le discours aussi d'Éric Zemmour. C'était un discours un peu poujadiste, finalement. Oui, c'est poujadiste, c'est ça. C'est un libéralisme poujadiste. Si on est contre une fiscalité qui écrase et qui décourage l'initiative, et on est d'accès de poujadisme dans un pays comme la France qui a le report. Non, mais ce que je veux dire par là, c'était un axe... Non, mais à l'époque, c'était un axe très fort. Et c'était ça, ce qu'était le poujadisme, mais qui s'exprimait de façon très particulière, qui s'exprimait... de façon très brutale, je dirais, ce qui n'était pas du tout le cas de le poujadisme, c'était la défense du petit commerçant. Le discours libéral, c'est contre un État qui s'occupe de beaucoup trop de choses, beaucoup trop mal. Bon, en tout cas, il y a une tentative de faire quelque chose. Alors, on va passer maintenant à un autre qui n'est pas libéral du tout, lui, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est un peu provocateur, parce qu'on a l'impression, quand on regarde et quand on se laisse porter au fil de l'actualité, qu'effectivement, il peut y avoir des distinctions, des séparations, des divorces, des tentatives de départ, mais finalement, il est toujours là, et c'est toujours lui qui réunit tout le monde, en dépit de ce qu'il vient de faire encore avec l'histoire du drapeau palestinien qu'on peut mettre partout où c'est possible. Il reste quand même le ciment de la gauche, non, pour des raisons tout à fait électoralistes. Non, parce que, voilà... Pardon, oui. il reste la garantie de réélection d'une fraction majoritaire de ce qui a constitué le Front républicain. Parce que on a beau écouter Raphaël Glucksmann ce week-end... Le principe de la gamelle. On a du mal. Hein. Eh ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tant mieux. Il se passe peut-être quelque chose. Est-ce que le bruit et la fureur permanente ne finissent pas par agacer bien sûr les Français? N'oublions pas que Jean-Luc Mélenchon est avec Éric Zemmour, l'homme politique le moins populaire de France, qui a le plus de très mauvaises opinions. Il y a eu peut-être un petit tournant dans l'enquête. On a du mal à le croire, ça.
ce ne sont que des enquêtes, mais c'est une réalité que c'est une personnalité qui est extrêmement repoussoire. Elle a un socle. C'est vrai que dans des enquêtes d'intention de vote présidentielle, elle arrivait première à gauche, mais là, pour la première fois, l'enquête qu'on a faite avec le Figaro Magazine à la fin du mois, à la fin du mois de septembre, a montré pour la première fois un tournant. Un Jean-Luc Mélenchon en dessous des 10. Pour la première fois, un Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il ne faut pas oublier, aux élections européennes, LFI et Mélenchon se sont comptés. C'est 9,5. Glucksmann, alors, c'était LFI. Proportionnel. Oui, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'était pas Mélenchon, c'était la marque LFI. Mais en tout cas, l'enquête, oui. Un tour. Bien sûr. L'enquête prend en compte la séquence électorale, le happening Rima Hassan, l'obsession palestinienne, et clairement, on voit dans des enquêtes qualitatives que Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Marisé. Pour les Français, c'est l'homme politique repoussoir absolu. Il n'y a pas que l'image, il y a aussi le fond. Moi, je suis frappé de voir à quel point, et c'est ça aussi peut-être la crise de la gauche. La gauche est arrivée en tête aux élections législatives au second tour, en nombre de députés. Elle est tout simplement à 90 sièges de la majorité absolue. Alors, le récit sur lequel elle a gagné les législatives, ça ne prend pas auprès des Français, mais elle est arrivée en tête. Mais est-ce que cette crise de la gauche, qui fait 28,5% au premier tour, législative 2012, le total de gauche fait 42-43%. On voit qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux. Est-ce que la crise de la gauche, c'est pas le décalage entre ce que nous disent les Français de gauche dans nos enquêtes, j'ai en tête l'enquête Humanité, être de gauche qu'on réalise chaque année au moment de la fête de l'UMA, et le discours, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, vous ne trouverez jamais une majorité de gens de gauche qui considèrent que la police tue, qu'il y a un racisme systémique, que les émeutes du mois de juin 2023 étaient des émeutes sociales justifiées, que la baya est un vêtement culturel. Sur toutes ces questions, il y a quand même une fracture de plus en plus forte entre ce que nous dit la gauche et l'offre programmatique ou l'offre, le discours de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un candidat présidentiel qui peut être extraordinaire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas bénéficier de ce courant que j'évalue à 10-12% de la gauche radicale, arrivé en tête dans une campagne présidentielle en mars, dans les sondages, créer du vote utile, jouer sur le vote communautariste, et comme disait l'autre, sur un malentendu, ça peut marcher, on peut arriver au second tour, mais pour autant, clairement, son image s'est absolument effondrée. Il a réussi à ressusciter en 2022, après l'affaire de la perquisition et la République c'est moi, mais là, clairement, on sent dans les enquêtes quantitatives, dans le discours des Français, dans le discours de ses partenaires de gauche, un homme politique de plus en plus esseulé et de plus en plus détesté. J'espère que vous avez raison. Ça veut dire que les banlieues ne votent pas, peut-être? Moi, je partageais votre point de vue, et puis j'ai quand même été frappé du fait qu'après le 7 octobre et les déclarations d'un certain nombre, 2023, d'un certain nombre de membres de la France Insoumise que Jean-Luc Mélenchon a soutenu, puis la campagne menée avec Rima Hassan comme égérie, dont les propos sur Israël, il devenait impossible de distinguer l'antisionisme de l'antisémitisme, tout ça n'a pas empêché Raphaël Glucksmann de se faire dévorer en 24 heures le soir des Européennes, et la gauche bon teint, représentée par François Hollande, de s'allier avec Jean-Luc Mélenchon. Donc moi, on parle du présidentiel, là. Aussi, mais si on regarde sa déclaration indécente il y a 3 jours, vendredi dernier, disant il ne faut pas voiler les universités de... Et Vincent, si je peux ajouter, où il dit aussi, nous refusons de trier parmi ceux qui résistent à l'invasion au Liban. C'est-à-dire qu'il ne trie pas entre le Hezbollah... Et le reste de la population. Et le reste des Libanais. Et cette espèce d'appel au pavoisement est très révélateur sur sa stratégie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se dit, dans les campus, j'ai ma force active d'encadrement. C'est avec eux que je ferai campagne. Et ce serait là... Les vidéos où il le dit. Voilà. Et dans les banlieues, ce qu'on appelle pudiquement les quartiers, pour ne pas dire les électeurs issus de l'immigration arabo-musulmane, j'ai ma réserve électorale. Donc il se dit, j'ai ma réserve militante, j'ai ma réserve électorale, et une fois que je me lance, ça me mène à 12, 13, et je deviens le vote utile, parce qu'il y a un réflexe de vote utile à gauche. Il y a dans le papier que Pierre Lepelletier, tout à fait passionnant, qu'il a publié sur les 1 an, comment Mélenchon, depuis 1 an, a mis la main sur la gauche. Il y a cette phrase de Mélenchon, après le 7 octobre, où on lui dit, mais tu as été beaucoup trop loin, etc. Et Mélenchon dit, je les connais, ils reviendront, t'inquiète pas. Mais oui, parce qu'ils reviennent par le réflexe de... Personne ne peut se faire élire à gauche avec lui. Et donc l'électeur de gauche se dit, je préfère avoir un représentant
de ma famille politique, bien que ce soit Mélenchon, plutôt qu'un second tour qui serait Le Pen contre Édouard Philippe ou quelqu'un de la droite. Donc le risque, il me semble, reste encore important. Bien sûr, bien sûr. L'électeur de gauche aussi, un électeur de gauche aussi, ira vers une offre, peut aller vers une offre Édouard Philippe, Gabriel Attal ou du Bloc central, par rejet de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et il y en a plus, sans doute, aujourd'hui, qu'il y en avait en 2017 et en 2022, quand il a réussi à manger la laine sur le dos du candidat Benoît Hamon, par exemple. Mais en fait, l'accord avec Mélenchon, c'est pas une garantie d'être élu, mais le désaccord avec Mélenchon, pour un candidat de gauche, c'est une garantie d'être battu. C'est ça le problème. L'enjeu, c'est de voir si le PS parvient à se remettre sur pied. Et François Hollande disait qu'il fallait passer à autre chose que d'Olivier Faure. Raphaël Glucksmann il y a quand même par-ci par-là des tentatives. Oui, mais qui ne portent pas beaucoup. Qui ne portent pas beaucoup, mais c'est on jamais. On s'aperçoit que s'ils étaient suffisamment forts, ils rompraient. Ils rompraient pas. Mais quand même, depuis un mois, c'est un peu plus audible. C'était peut-être un peu. Oui. Ensuite, peut-être à l'optimisme. C'est à la mode hollandaise. Puisque Frédéric est là. Parce que c'est une chose que j'entends beaucoup, et je ne sais pas si elle est vraie, que les circonscriptions qui ne sont pas insoumises, mais qui sont nos nouveaux fronts populaires, dépendent en grande partie du vote insoumis. Et que cela expliquerait... Non, je pense pas. C'est pas vrai, ça? Je ne pense pas, c'est extrêmement variable. Il faut dire, par exemple... Ça corroborerait ce que disait Judith, c'est-à-dire que sans les insoumis, vous perdez. De la France, il y a quand même des circonscriptions... Alors, il y a des circonscriptions de la France rurale qui ont été captées par des candidats socialistes où le vote insoumis était extrêmement faible. Oui. Pareil pour la France périphérique. Je pense que dans certains cas, peut-être, mais il y a quand même une autonomie du vote social-démocrate. Et n'oublions pas que, par rapport à ce que vient de se dire, il s'est quand même passé quelque chose le 9 juin, même si tout le monde maintenant ne se souvient que de la dissolution, pour la première fois depuis très longtemps, depuis 2012, on va dire, à la présidentielle, une offre social-démocrate l'a emporté sur l'offre insoumise, quand même. Yannick Jadot avait fait 13,5. Oui, 13,5, mais c'était un vote écolo, c'était différent. Oui, moi, je trouve quand même... ressemblait quand même. Hein, non, mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé et qui a rééquilibré le centre de gravité à gauche. D'ailleurs, les insoumis en ont tenu compte dans la répartion des circonscriptions. Sauf qu'à la fin, parce qu'il faut peut-être expliquer... Vous êtes les avocats de Mélenchon. C'est ça. À ceux qui nous regardent que, en fait, les circonscriptions et le nombre de députés sont ainsi fait que pour attribuer un nombre de députés, vous ne comptez pas les votants, mais vous comptez les habitants. Bien sûr. Ce qui introduit un biais qui fait que pour aller très très vite, un député de la Creuse pèse beaucoup plus d'électeurs qu'un député de Seine-Saint-Denis, à cause du différentiel entre nombre d'habitants qui ne correspond pas même au si différentiel. On a beaucoup voté partout quand même. Ce que vous dites est tout à fait juste, mais le 30 juin, ça a quand même voté beaucoup. Le système électoral est une rente pour la sensation. Je vais vous dire une chose, c'est que le conflit entre Israël et ses ennemis terroristes n'est pas terminé et que ça va beaucoup peser sur l'électorat français. Parce que c'est loin d'être terminé, on y sera encore en 2027. Il y a eu une enquête très intéressante de l'IFOP que nous avons publiée ce week-end sur à qui les Français attribuent la responsabilité de l'affrontement entre Israël et le Hezbollah. Et il y a un partage politique qui est assez spectaculaire, c'est-à-dire que si vous êtes à gauche, insoumis et même PS, il y a une majorité de Français qui imputent la faute à Israël, et si vous êtes à droite, alors là c'est l'inverse complet. Donc ce conflit est aussi à mon avis, un élément de fracturation dans la politique française. C'est pas fini. On va passer au coup de griffe et au coup de cœur maintenant, comme il est de tradition. Alors Judith, on commence par le coup de cœur. On va être justement en plein... Le coup de griffe plutôt. Non, on finit par le miel. D'accord. Alors, coup de griffe, on va être en plein conflit, justement. Mon coup de griffe, c'est contre Zineb El Razoui. Alors, Zineb El Razoui, peut-être rappeler qui c'est quand même. C'était la journaliste de Charlie Hebdo qui a échappé à l'attentat Charlie Hebdo parce qu'elle n'était pas sur place, elle n'était même pas en France à ce moment-là, mais qui évidemment est devenue le symbole, on l'appelait la rescapée de Charlie Hebdo, le symbole de la lutte contre l'islamisme. Oui. Elle a même reçu des prix, un prix Simone Veil décerné, si ma mémoire est bonne, par la mairie de Paris en raison de son langage sans concession contre les islamistes. Eh bien, elle a complètement tourné Kazakh. Et par exemple, pas plus tard que dimanche dernier,
elle s'est montrée sur les réseaux sociaux en short, dans un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, qui est réputé pour être un fief du Hezbollah, en expliquant qu'une femme comme moi puisse se promener seule en short dans un fief du Hezbollah montre bien que la France vous ment, les médias vous mentent. Et dans la nuit du 6 au 7 octobre, donc 7 octobre, jour de la commémoration du pogrom de l'an dernier perpétré contre Israël, elle a animé un espace sur un réseau social palestinien où elle a dit des choses comme Israël est un État terroriste. Israël, elle l'appelle l'antité-sioniste, vous savez, comme les Palestiniens. Comme les Iraniens. Et les Palestiniens, mais surtout comme les Iraniens. Israël, a-t-elle dit, c'est Daesh qui a réussi. Voilà. Mon coup de griffe est gentil. Voilà. Et alors, le coup de cœur? Et le coup de cœur, alors le coup de cœur, c'est un coup de cœur un peu ironique. C'est aussi la même mouvance. C'est un monsieur qui s'appelle Hicham Touili Idrissi. Il se trouve être le collaborateur parlementaire de Rima Hassan, de Rima Hassan au Parlement européen. Alors je vous conseille le formidable papier qui lui est consacré dans Le Figaro. Alors, ce monsieur qui se balade évidemment avec un kéfier qui a fondé le comité Palestine à Sciences Po, qui est toutes les manifs. Il a kéfié et boucle d'oreille d'ailleurs, c'est assez étonnant. Oui, alors vous allez comprendre pourquoi. Ce monsieur-là a fait sa thèse sur le mouvement queer, thèse à Sciences Po, pour laquelle il a obtenu 18 sur 20, le mouvement queer chez les Palestiniens après le 11 septembre. Voilà. Quand on connaît le traitement que réservent les Palestiniens, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, ou les pays où la charia est appliquée aux homosexuels, où les relations entre hommes sont pénalement répréhensibles et on peut jeter des homosexuels du haut des tours quand on considère que la prison est un châtiment trop doux. Il faut saluer l'effort méritoire de ce jeune étudiant. Voilà. Et vous avez, en passant la frontière, le pays probablement le plus tolérant, à l'inverse, qui sera sur ces sujets-là, qui s'appelle Israël. Alors, Vincent. Alors moi, j'ai le droit d'avoir que du miel ou... Que du miel. Allez. Moi, c'est un coup de cœur qui nous éloigne un peu de la politique, mais qui nous ramène à des réalités qui sont ou consolantes ou passionnantes. Je voudrais avoir un coup de cœur pour le Figaro hors série. C'est le numéro sur Caillebotte. Ah oui. Et sur l'exposition que je n'ai pas encore vue, mais qui donne très envie d'y aller. Et qui nous permet de retrouver à la fois ce collectionneur, ce peintre, et cette période tout à fait exaltante de la peinture française, où ces génies sont parvenus à saisir des lumières que l'on retrouve encore quand on se promène aujourd'hui dans les forêts d'Île-de-France. Donc voilà, ruez-vous sur ce numéro. Et comme l'actualité politique et internationale est quand même parfois un peu sombre, comme disait Jacques Brel, il nous faut regarder ce qu'il y a de beau. Caillebotte, ça le permet. Voilà. Alors, Anne. J'ai prévu de revenir sur des sujets beaucoup plus terre à terre. Alors, allons-y. Moi, j'assume mon côté économique. Et le coup de cœur, c'est que c'était pour contrebalancer mes critiques à Gérald Darmanin sur sa réaction face aux hausses de la fiscalité. Je trouve son idée de revenir sur un jour férié intéressante. Vous savez, en fait, ça paraît tout simple, mais si on travaille tous un jour de plus, c'est quasiment 0,3 points de PIB en plus. D'accord. C'est une manière très simple, en fait, de faire des économies. Et en France, il y a tellement de jours fériés. Ça semble assez... Il y a plus de jours fériés qu'ailleurs en Europe. Oui, beaucoup plus. Mais évidemment, il y a des susceptibilité partout. Les jours religieux, évidemment, il ne faut pas y toucher. Et c'est vrai que le lundi de la Pentecôte n'est pas un jour religieux. C'est pour ça que Raffarin avait essayé d'y toucher. Il y a eu l'idée de fusionner... Giscard d'Estaing avait touché au 8 mai aussi. Ouais. Il y avait l'idée de fusionner les souvenirs militaires. Bon, là, évidemment, la défense ne veut pas en entendre parler. Ouais. Mais bon, de faire une commémoration pour les deux guerres, peut-être. Donc, il y a beaucoup de... donc, c'est une manière assez simple de créer de la croissance, et donc de façon mécanique de réduire les déficits et la dette. D'accord, alors ça c'est le coup de cœur. Et le coup de griffe?
Eh bien, Griff, pardon, je reste sur, les mêmes idées. Oui. J'ai contre Yael Braun-Pivet, qui d'emblée, à peine Michel Barnier avait-il assumé que les retraités allaient avoir un décalage de leur indexation de leur pension. C'est d'emblée écrié, d'accord, mais surtout pas pour les plus modestes. Bon, puis on commence par les plus modestes, puis vous exonérez la moitié. Et je pense que c'est pas responsable, compte tenu justement de l'état financier du pays. Il faut absolument que tout le monde fasse un effort. Alors justement, c'est un sujet qui, à mon avis, va beaucoup monter, ça, l'histoire des retraites. Il faut l'expliquer. Bon, je pense que tout le monde est au courant. Donc c'est le fait que les pensions de retraite entre le 1er janvier et le 1er juillet 2025 ne seront pas indexées sur l'inflation, donc désindexées. Et ça commence à créer pas mal de remous dans le débat politique, dans les chaînes d'information continue. Il y a énormément de réactions là-dessus, en disant pourquoi justement on ne distingue pas les petites retraites du reste des pensionnés. Il y a combien de pensionnés en France? Il y en a 22 millions, c'est ça, à peu près? Il y en a à peu près. Il y a les retraites, c'est énorme. Hein, c'est 400 milliards par an. C'est ça. Donc c'est grosso modo la moitié des dépenses sociales en France. Hein. Ouais, dont seulement les 2/3 sont financés par les cotisations. Vous avez 1/3 financé par la... Donc c'est vraiment, les retraites en France, c'est une énorme machine. C'est 25% de la dépense publique. Hein. Ça coûte très cher, ça ne marche pas. Et on sait que ça va un jour, si on ne resserre pas les boulons, ça va un jour exploser. Enfin, là, c'est pas le sujet. Non, ce qui est désagréable dans le débat, c'est qu'il y a vraiment une guerre un peu de génération. Et moi, dans les économistes que je suis, je vois, parmi les jeunes, beaucoup appuient en permanence sur le thème que les retraités ont un niveau de vie supérieur. Ce qui est vrai, mais en comptant macroéconomique par rapport aux actifs. Mais bon, les retraités, leur niveau de vie est indexé sur leurs dernières années de travail. Donc qu'ils aient un niveau de vie supérieur aux actifs de 25 ans, c'est pas absurde, et supérieur aux chômeurs. Donc c'est un débat, je pense, qui me semble un petit pas forcément passionnant, mais qui monte très fort. Et je pense qu'il faut que tout le monde participe, mais pas forcément en pointant les retraités comme étant des gens extrêmement plus aisés que les autres. D'augmenter le niveau de vie des actifs plutôt que réduire le niveau de vie des... Alors l'Institut Montaigne dit que même aujourd'hui, alors là c'est sur un autre angle d'attaque, qu'il faudrait travailler jusqu'à 66 ans. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être inflammable. On se souvient que ça avait gâché le début du quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017, quand il y a eu la baisse des cotisations salariales et objectivement, les salariés avaient plus gagné grâce à cette baisse-là, qui avait été compensée que partiellement par la CSG, mais c'était les retraités qui avaient supporté l'effort. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui dit merci aux retraités lors de son intervention sur TF1 pour les 1 an de son élection en avril 2018. Et finalement, le gouvernement avait fini par reculer puisqu'il y avait eu on était passé à un effort qui avait porté surtout sur les retraites les plus importantes, celles de plus de mémoire de 2 000 euros. Les moins de 2 000 euros, les moins de 1 800 euros, je vous vérifierai, avaient été désindexés. C'est vrai qu'il y a cette dimension des retraités comme clientèle électorale. Quand on regarde l'histoire de l'élection présidentielle, on oublie qu'on peut très bien perdre une élection électorale en ayant le vote massif des retraités. Giscard d'Estaing en 81, Nicolas Sarkozy en 2012. On ne peut pas gagner une élection présidentielle sans avoir la France du travail, la France des actifs qui, n'oublions pas... C'est elle qui paye les retraites. Tout à fait. À la présidentielle 2022, Marine Le Pen a fait jeu égal avec Emmanuel Macron dans cette France-là. Et aux européennes, comme au premier tour des élections législatives, clairement, le RN était, non pas hégémonique, mais très dominant dans cette France active. Alors, je ne vous ai pas oublié. Non, pas de souci. Alors, coup de griffe pour Brigitte Fourré. Ah, Brigitte Fourré. Je n'ai rien contre elle, mais c'était, vous la connaissez tous et toutes, c'est la maire d'Amiens qui a annoncé sa démission de son poste de maire d'Amiens et elle a dit « Place aux jeunes, c'est mon premier adjoint, Hubert de Genlis, 56 ans, qui va me succéder. » Bien sûr, je ne vais pas rester sur cette affaire d'Amiens, que je ne connais pas parfaitement, mais c'est le reflet qu'on voit dans de très nombreux cas d'une forme de ras-le-bol des maires, y compris des grandes villes, qui hésitent à se représenter. Pour 2026, on avait sorti un chiffre avec l'IFOP il y a 1 an et demi où on avait une majorité de maires de plus de 3000 habitants qui ne voulaient pas se représenter. On sait très bien que plus on s'approche de l'échéance et dans les grandes villes, on finit par se représenter. Mais très clairement, il se passe quelque chose en termes de... Parce qu'ils sont la cible de toutes les des maires attaques. L'élu
les élus préférés des Français, c'est les élus de confiance, ceux qui arrivent encore à matérialiser la promesse du politique, à changer d'avis. Oui, je parle dans le livre de... Il faut lire ça, hein. Sphère locale. Parlons-nous tous la même langue. C'est un livre très positif, d'ailleurs. Oui, oui, il paraît, c'est ce qu'on a dit, et on a voulu m'opposer à mon ami et collègue de 28 ans, Jérôme Fourquet. On attend d'être des amis de 30 ans pour vraiment se fâcher. Donc on a encore 2 ans à peu près tranquille. Mais c'est vrai que cette démission de la maire d'Amiens, même s'il y a peut-être des stratégies pour 2026, mais c'est quand même le reflet que même dans les grandes villes, beaucoup de maires, parce que c'est l'élu qui fait face à la plus grande exigence des citoyens, hésitent à repartir en mars 2026. Le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est Arthur. J'étais hier à la soirée du CRIF au Dôme de la Porte de Versailles. Ouais. Il a pris la parole avec des mots très forts et il est devenu une sorte de porte-parole des Français de confession juive. Je ne dis pas que c'est un représentant, personne ne l'a élu et ça serait complètement inapproprié de dire que c'est le porte-parole, mais il porte la parole de beaucoup de Français de confession juive qui continuent de mal vivre l'après 7 octobre, des proches qui ont pu disparaître, la montée de l'antisémitisme en France. Entre parenthèses, dans l'enquête IFOP pour EdgeIci et la Fondapol, on a 92% des Français de confession juive qui considèrent que LFI contribue à faire monter l'antisémitisme en France, qu'on est à un tel chiffre. Et 82% tout à fait certains, ça montre qu'il y a vraiment une question qui se pose par rapport à notre débat précédent. Mais si on revient sur Arthur, on voit très bien que on l'a connu comme l'animateur le plus con de la bande des FM, on l'a connu comme un producteur, comme quelqu'un qui était extrêmement léger, et on voit très bien que ce qui s'est passé depuis 7 octobre, quand il raconte qu'il a perdu des amis, y compris dans le monde du showbiz, avec qui il se mobilisait pour telle ou telle cause, et qu'il se retrouve très seul, c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu chez une partie des Français de confession juive. Donc il a eu des mots, je trouve, extrêmement forts. Pendant une séance où le président de la République a été sifflé. Emmanuel Macron a été sifflé très fortement. Michel Barnier a été acclamé, ainsi que Nicolas Sarkozy et Gabriel Attal. François Hollande, qui pourtant pendant ces années à l'Élysée a plutôt, je trouve, fait des belles choses à cause de l'alliance avec le NFP. On est d'accord. Merci à vous quatre. Merci d'avoir participé à ce débat. Et bien, on va se retrouver nous autres, non pas mardi prochain, mais lundi prochain. C'était exceptionnel cette fois-ci, à cause justement de la commémoration du 7 octobre 2023. Et nos amis de l'International ont occupé le plateau. Eh bien, nous allons le récupérer. À lundi.